Voilà, a priori, tout le monde a pu se connecter. Bonjour encore une fois, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous allons parler aujourd'hui de prestations, transport, prestations logistiques, avec différentes alternatives opérationnelles et surtout la méthodologie pour identifier le bon partenaire. Alors, avant de démarrer, je vous propose juste un petit aperçu de Simco Consulting. Nous sommes donc cabinet conseil en logistique et supply chain avec au programme la mise en performance de vos activités logistiques et de vos entrepôts d'usines et de distribution. On s'adresse aussi bien à des chargeurs, des donneurs d'ordre, on s'adresse aussi bien à des prestataires logistiques ou à des transporteurs qu'on accompagne les uns ou les autres dans la mise en place de ces projets d'externalisation. On sait aussi évidemment vous accompagner sur cette mise en performance avec des notions d'études de faisabilité, de fonctionnement d'entrepôt, autant manuel qu'automatisé. Donc toi, sur la partie plutôt amélioration continue, qui va nécessiter peu d'investissement et plutôt on va monter les marges progressivement pour les mises en performance, soit des investissements conséquents à travers des systèmes un peu plus automatisés et qui là, au lieu de prendre un escalier pour progresser, on va plutôt prendre un ascenseur. Par contre, il faut prendre le bon ascenseur et s'arrêter au bon étage. 40 ans d'expérience, un peu plus maintenant, puisque Simco a ouvert ses portes en 1981. 600 clients, 2400 projets. C'est un chiffre qui évolue évidemment tous les jours et qui montre la confiance que nous font nos clients en multipliant le nombre de projets qu'ils nous confient. Nous sommes également certifiés Calliope depuis le mois de mars de cette année, ce qui nous permet donc de vous accompagner également sur la partie formation, puisque la mise en performance de nos activités ne s'accompagne pas uniquement sur l'aspect technique, organisation, mais elle s'accompagne aussi par la montée en compétences de nos collaborateurs, montée en compétences, révision des standards de chaque métier, du CARIS au patron d'exploitation des entrepôts, en passant par l'ordonnancement, la gestion de stock et tout ce qui est généralement dans la notion de supply chain, et donc un accompagnement très personnalisé qui va permettre donc aussi de faire face aux évolutions du métier, des systèmes qu'on met en place, systèmes d'information. Petit focus sur nos activités, puisque donc vous l'avez vu, hein, notre métier c'est vraiment la mise en performance, ça passe par l'organisation de tout ce qui est réseau de distribution, tout ce qui va être master plan d'entrepôt et d'usine, la logistique d'entrepôt avec vraiment cette partie de mise en performance, soit en partant d'une activité existante, soit en partant d'une page blanche. Et donc, avec différents outils, cette étude de faisabilité, la mise en œuvre par derrière, en passant donc par la notion de simulation de flux qui permet donc de reproduire une activité dans un environnement totalement digitalisé et de faire des essais d'évolution de l'organisation sans impacter les effectifs, les clients et sans sortir la caisse à outils, un genre d'assurance investissement. On va parler aujourd'hui de cette externalisation des transports et des entrepôts, des activités logistiques, et puis donc des sujets qui sont plus orientés supply chain, comme la prévision de la demande, la gestion de stock, le lean production aussi, hein, ou lean warehousing dans nos entrepôts, avec donc l'organisation également de webinaires. Bienvenue encore une fois à bord de ce webinaire, et l'organisation d'événements présentiels. Pour ceux qui ont loupé l'événement, donc nous étions le 30 septembre à Lyon. Nous avons parlé donc des projets d'automatisation des entrepôts avec des témoignages clients. N'hésitez pas à me solliciter, à nous solliciter si vous avez besoin ou si vous voulez qu'on échange sur le contenu ou si vous voulez le support qui nous a servi à réaliser cette journée. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur le sujet. Quelques-uns de nos clients, hein, malheureusement, on ne peut pas afficher 600 logos clients sur un seul écran. Un échantillon significatif, des petits, des gros, tout secteur d'activité comme vous pouvez le voir. On est aussi bien sur l'industrie que sur l'alimentaire, que sur la cosmétique ou la pharmacie. Donc on est présent vraiment dans tous les secteurs. On connaît les différentes contraintes de chaque secteur, mais on connaît aussi et on applique aussi la notion de partage d'expérience. C'est pas parce que on applique telle ou telle technologie dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie,
ou dans le luxe, qu'on va se priver de ne pas le proposer sur une activité, un secteur différent. Alors, au programme du jour, hein, on va commencer par les erreurs à pas commettre. Alors, effectivement, une fois n'est pas coutume, on va commencer vraiment par ça. On aurait pu le mettre à la fin. L'idée, c'est vraiment de vous guider, de vous emmener sur cette démarche d'externalisation. Comment on choisit un transporteur, comment on choisit un- un prestataire logistique, dans quel contexte on est aujourd'hui, un petit lexique sur ces notions de 1, 2, 3, 4, 5 PL, voire 6 PL qui arrivent aujourd'hui. Comment est-ce qu'on prépare le projet, comment est-ce qu'on lance un appel d'offres, et puis comment est-ce qu'on réalise, on mène à bien donc l'externalisation, et quels peuvent être les facteurs clés de succès, ou au contraire les mises en garde qu'on peut avoir par rapport à ce type d'activité. Alors, penser à expliquer tout ça en 45 minutes, c'est la première erreur que je vais m'efforcer de ne pas commettre. On va aller très vite. Vous bénéficierez donc, comme d'habitude, du support de ces slides. Ça veut dire que il y a des informations qui vont apparaître sur ces slides dont je ne vais pas forcément parler, puisque je vais aller à l'essentiel sur cette petite heure qu'on va passer ensemble. N'hésitez pas également à poser vos questions à l'issue du webinaire. Nous aurons un temps donc à travers donc, le chat hein, dont vous disposez. Vous allez pouvoir donc, poser des questions, et vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser si vous le souhaitez. Je ferai un plaisir de répondre à ces questions à l'issue du webinaire, ou si la question est trop complexe ou me dépasse, nous prendrons contact avec vous par la suite pour échanger. Deuxième erreur, se limiter à une relation donneur d'ordre fournisseur. Voilà, je pense que la tendance aujourd'hui des relations donneur d'ordre fournisseur passe par une tendance partenariat, avec des échanges, avec une transparence, avec une confiance qu'on doit trouver si on veut correctement fonctionner entre deux partenaires, ce fameux donneur d'ordre et ce fameux fournisseur. On n'est pas que sur du financier, on est vraiment sur une sous-traitance, un partenariat stratégique. Vous confiez vos produits à un prestataire, c'est lui qui va en prendre soin, comme on l'espère, c'est l'objectif. C'est le transporteur qui est votre premier commercial au final, et c'est le prestataire logistique qui va préparer les commandes. Si le prestataire n'assume pas en termes de délai, s'il n'assure pas, s'il génère des erreurs de préparation, s'il cale mal les produits, la marchandise, et que ça génère de la casse, c'est votre image qui va être impactée. Et donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sensible, quand bien même on peut se dire, oui, faire de la préparation de commande, c'est facile, on peut le confier à n'importe qui. Attention, soyons vigilants, et on verra cet aspect-là, évidemment, dans l'heure qu'on va passer ensemble. De même, la sous-estimation de cette relation, donc on passe en partenaire, on a compris, on n'est pas sur une relation classique donneur d'ordre fournisseur. Cette relation de partenaire, on va présenter, on va parler de la méthodologie, mais il faut aller au-delà évidemment de cette méthodologie, et donc on va préciser quels sont les différents points indissociables, indiscutables à traverser pour la mise en place, la sélection, la mise en route de votre fournisseur, prestataire. Et donc, une fois que c'est en place, dernière erreur, hein, on est vraiment macro, ne pas suivre la qualité de la prestation. Évidemment, c'est vos produits, ce sont vos produits, ce sont vos clients, suivez la prestation, échangez avec vos fournisseurs, analysez avec lui, vérifiez qu'il y ait des analyses de causes quand il y a des anomalies, des erreurs, de manière à pouvoir progresser, faire progresser vous, et travailler donc aussi l'image que vous avez vis-à-vis de vos clients. Vous avez le petit logo à droite de l'écran qui vous présente le référentiel RSE en logistique qui a été mis en place par le gouvernement en 2018 de mémoire, dont le chapitre 2 permet de faciliter les échanges entre donneurs d'ordre et prestataires de services logistiques, notamment lors des appels d'offres. C'est quelque chose qui peut vous aider, vous donner une méthodologie de manière donc à pouvoir
faciliter cette mise en place et ne pas zapper certains points essentiels. Et il y a une notion également RSE, donc d'équité, j'allais dire, et d'éthique entre donc les deux partenaires, sans forcément que l'un écrase l'autre. Et puis donc on va voir cette notion aussi donc d'équilibre. Hein. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait plus de poids entre un fournisseur par rapport à son client. Voilà, et c'est bien l'enjeu de la prestation, c'est bien l'enjeu de la sous-traitance dont on va parler aujourd'hui. Alors, le contexte du marché, hein, voilà, nous avons encore des études qui sortent régulièrement. Ici, on est plutôt sur une définition par entrepôt, plateforme logistique, EPL. On entend tout espace dédié à l'entreposage ainsi qu'aux opérations logistiques telles que la préparation de commandes, le conditionnement, la réception, expédition. C'est bien ce que vous allez demander à vos prestataires quand on parle évidemment de logistique. Et donc, on est sur la différence entre l'entrepôt et la plateforme, où la plateforme, on peut être sur un hub, sur du cross-docking, sur un transfert, un éclatement, groupage, dégroupage, avec des produits qui vont rester moins de 24 heures. C'est une activité qui est plutôt confiée côté transport, pour le coup. On a une évolution du marché, hein, le marché donc du foncier est de moins en moins disponible. On a des contraintes environnementales, donc on va privilégier donc des installations d'entrepôts et de zones sur des friches existantes. On a parlé fin septembre lors de notre workshop justement des difficultés d'implantation, de cette nécessité de réutiliser des bâtiments existants. L'avantage qu'on peut avoir avec un prestataire logistique, c'est qu'il peut transformer une plateforme, la rendre multi-client et mutualiser ses coûts de rafraîchissement donc, et de rétrofit d'entrepôts et de bâtiments, et de manière à ce que vous n'ayez pas à les supporter tout seul. C'est un point qui est important. C'est une des clés aussi pour laquelle les donneurs d'ordre vont chercher à externaliser la logistique, indépendamment de savoir est-ce que l'activité est stratégique ou non. Donc, si l'activité est stratégique dans votre activité, alors il est plutôt conseillé de la garder en propre, puisque vous conservez la maîtrise. Si elle n'est pas forcément stratégique, alors vous pouvez la confier à un prestataire et alors vous pouvez aller mutualiser des coûts et pas prendre 100% donc des coûts de mise en place. Ou alors vous pouvez étendre sur un même périmètre votre production. Qui dit j'étends la production, dit j'ai besoin de plus de surface. Donc je sors entre guillemets et j'évacue la partie logistique que je vais traiter soit en interne, soit donc en la confiant donc à un prestataire. L'évolution du marché aussi, hein, évidemment, on va pas revenir sur cette notion de Covid, mais on est bien sur une activité stratégique de supply chain avec une tactique opérationnelle, l'exploitation interne ou la sous-traitance logistique et transport. Et puis donc en termes d'opérationnel, cette exécution et ce suivi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on sous-traite? Alors, je viens d'évoquer un petit peu un premier point, c'est-à-dire, oui, on a besoin de surface en plus, on a une croissance d'activité. Soit j'ai déjà un entrepôt et ben, je ne peux pas tout mettre, soit j'ai un atelier de production et j'aimerais bien étendre l'atelier de production, j'ai pas forcément de surface autour. Eh ben, je me pose la question et je dis, OK, ben, je vais évacuer mon stock. Alors, on peut évacuer plusieurs stocks. Hein. Vous avez un stock de produits finis, évidemment. Les semi-finis, en général, on évite de les évacuer parce que ça veut dire qu'on a des reprises à faire sur ces produits-là. Donc, on va éviter de générer du transport aller-retour avec un prestataire. Et puis, vous avez tout ce qui est matériaux, donc matières premières, articles de conditionnement, d'emballage, etc. Où là, il faut se poser la question, est-ce qu'on a des contraintes sur les matières premières? Est-ce qu'on doit les recevoir parce qu'on a besoin de faire des analyses dessus, passer au laboratoire, à la qualité? Est-ce qu'on a des contraintes de stockage? Il faut absolument que ces matières soient à 5 degrés ou qu'elles soient, donc elles sont codifiées CPE, donc il faut que je les mette dans une zone avec bassin de rétention, etc.
et donc je vais plutôt les garder. Et puis les articles de conditionnement qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, où j'ai besoin de garantir une couverture de stock pour fonctionner, et bien on va le confier à un prestataire, on va lui demander de nous alimenter régulièrement en fonction des besoins, en fonction des plannings et de l'ordonnancement, de nous alimenter sur ces produits-là. Alors, ça, c'est un cas donc, où on va se poser la question, effectivement, ben, qu'est-ce qu'on va sous-traiter en termes logistiques. On peut se recentrer sur un cœur de métier, c'est-à-dire qu'on va consacrer des investissements sur un process de production, sur notre métier de base, et on va définir, on va dire que ben, la logistique, on a besoin d'investir, on va confier cet investissement à un investisseur, à un prestataire logistique, et donc on va variabiliser ces coûts-là, ne pas immobiliser d'argent spécifiquement sur ce métier, et on va confier donc l'activité et on se recentre sur notre cœur d'activité. Ça revient finalement au même que dire bah, j'ai besoin de plus de surface pour augmenter ma production. Vous avez besoin de couvrir une couverture géographique avec des délais imposés. Vous êtes basé tout en haut au nord de la France, vous avez besoin de servir vos clients en jour A, jour B. Comment est-ce qu'on fait pour livrer Marseille, la Corse, du jour au lendemain, au départ d'un entrepôt du Nord? Quelle organisation en place est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on va avoir des exigences transport? Attention, les jets privés sont pas très bien vus en ce moment. Ou est-ce qu'on va avoir plutôt une organisation à dire je délocalise une partie de mon stock, mais comme j'ai pas d'équipe sur place, ben, je vais peut-être, selon la taille du stock, je vais confier donc, mes produits à un prestataire. On peut aller chercher également de l'expertise, des expériences. C'est-à-dire que moi, faire la logistique, c'est pas mon métier. Je vais donc demander à un professionnel qui a des équipements, qui a des idées, qui maîtrise ses processus, qui a peut-être investi à un moment donné dans des systèmes automatisés, qui s'est spécialisé dans le e-commerce, pourquoi pas. Je vais lui confier cette activité e-commerce parce que moi, bah, je sais faire des préparations pour des détaillants, pour des grossistes, mais je ne sais pas faire des préparations pour du particulier qui va nécessiter un réemballage, qui va nécessiter plus de surface et un ratio nombre de lignes quantité par commande beaucoup plus faible que ce que je sais faire habituellement, et ça m'évitera de réinvestir ou de venir polluer mon activité entrepôt actuelle. On va aller chercher la flexibilité à travers des possibilités pour un prestataire peut-être d'être plus souple en termes d'effectifs, de pouvoir avoir des saisonnalités contraires avec d'autres clients, de pouvoir mettre un panel de préparateurs ou de caristes supplémentaires quasiment du jour au lendemain, parce qu'il a des activités aux alentours, parce qu'il a des accords avec des entreprises intérim. Et donc, il va pouvoir me permettre de passer des pics peut-être plus facilement. C'est à vérifier dans le cas des cahiers des charges. La notion de ratio est importante. Hein. Je parlais tout à l'heure d'immobilisation d'argent, donc ce ratio entre coûts fixes et coûts variables, mais pas que. L'évolution des normes, la législation, aujourd'hui, elle évolue, ce qui est normal. Et donc, peut-être que là où je pouvais en toute tranquillité stocker mes 4000 palettes dans mon stock et dans mon entrepôt, bah demain, c'est plus 4000 palettes parce que la norme a changé, c'est peut-être que 3000, 2000, où j'ai besoin peut-être de mettre en place, de changer mon système d'extinction d'incendie, de mettre en place des bassins de rétention, où je vais passer un seuil qui va dire vis-à-vis donc de mon stock, je vais passer du niveau autorisation au niveau déclaration. Ça va générer des coûts, c'est le moment d'évacuer. Donc, quand j'évacue, c'est pas négatif évidemment, mais de confier sa prestation à peut-être un prestataire qui a déjà les équipements aux normes et qui peut recevoir ces volumes. Ça peut être se rapprocher des clients en rejoignant la couverture géographique. Ça peut être des enjeux financiers en rejoignant ce ratio coût fixe coût variable, nécessité de pouvoir investir dans ces processus de production. Ça peut être aussi, on peut imaginer toutes sortes de cas qui feraient qu'à un moment donné, on imagine d'externaliser donc cette activité logistique. Alors, oui, on peut sous-traiter, mais attention, on va avoir des craintes.
Combien ça coûte? J'ai plus de contrôle, on parlait tout à l'heure, c'est l'image, c'est votre image que vous confiez à un partenaire, à un prestataire. Il y a une notion de méfiance, il y a cette notion de réputation. Il y a, ouais, mais ça nécessite du matériel spécifique, donc je vais lui demander d'investir, donc il va vouloir me mettre un contrat de 15 ans. Comment je fais? Comment est-ce que je résous ce problème et comment est-ce que finalement je ne veux pas m'engager sur une si grande période avec un prestataire? Et puis il y a des enjeux financiers, de patrimoine, et ça c'est finalement la direction générale, la direction financière essentiellement, avec le support de la direction supply chain, qui vont prendre cette décision actée en fonction d'une politique d'entreprise en disant oui, je sous-traite ou je sous-traite. Peut-être, alors évidemment, il faut un équilibre entre les deux. Peut-être à un moment donné, éclaircissons, puisqu'on annonce un titre qui parle d'externalisation, transport et logistique. Vous externalisez sans peut-être vous en rendre compte à un moment donné le transport. Alors quand je dis sans vous en rendre compte, pour vous c'est normal, vous êtes producteur, vous avez vos stocks, vous faites vos préparations de commandes et à un moment donné, vous passez un contrat avec un transporteur, vous passez des contrats de transport de manière à ce que ce transporteur, qui donc est un transporteur public de marchandises, il y a un terme légal pour ça, va venir récupérer vos produits pour les mettre dans un réseau ou pour les livrer en direct à travers les affrètements, à travers du lot, à travers des hubs, la messagerie, l'express. Donc, on est sur plusieurs catégories de transporteurs différents. Et donc, vous lui confiez ce transport. Pour vous, vous dites, ouais, moi, j'achète du transport et j'ai un partenaire transport. C'est de la sous-traitance. On est vraiment sur la sous-traitance. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas fait du transport, ce qu'on appelle donc en propre, pour votre compte. Et si vous, à un moment donné, vous avez vos propres flottes de transport, donc vous faites votre transport en propre, vous n'avez pas la possibilité de transporter pour votre voisin d'en face qui va chez le même client. Puisque sinon il faudrait être donc déclaré en tant que transporteur routier de marchandises, routier ou autre évidemment. Bien, alors tout ça pour dire quoi? Je reviens sur le sujet, hein, pour dire que effectivement, une bonne, le fait de confier ses produits à un transporteur ou un logisticien, ça se prépare. Il faut qu'on blinde notre contrat parce que si ça se passe mal, à un moment donné, il faut qu'on puisse faire marche arrière. Et puis, un bon cabinet conseil justement pour vous guider dans cette méthodologie et éviter de tomber dans des pièges qui pourrait avoir des conséquences assez lourdes, je pense. Alors, toujours dans le contexte, on attend quoi? On attend, nos clients attendent des niveaux de service, ils nous demandent des produits avec une gamme de plus en plus large, on va multiplier les commandes par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On est sur beaucoup plus de petites commandes. Avant, on était plutôt sur peu de grosses unités. Donc, ça génère plus de besoins en termes de ressources humaines. C'est pas du tout la même activité dans nos entrepôts. Et donc, on va aussi, aujourd'hui, la tendance, c'est quand même d'aller rajouter de la valeur ajoutée, c'est le cas de le dire, à une activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander de faire simplement la préparation de commandes, mais on va demander donc de faire du co-packing, de rajouter un flyer, de gérer tout ce qui est flux d'informations avec le flux physique. Et ça, les prestataires logistiques et transports savent très bien le faire. Vous, est-ce que vous avez besoin de le faire, d'investir, de transformer vos systèmes pour ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Évidemment, il n'y a pas de vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sous-traiter 100% de votre logistique, mais en tout cas, il peut y avoir donc des phénomènes qui nous poussent à le confier donc à un prestataire. On va passer sur ce monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, mais en tout cas, et de plus en plus peut-être VUCA, et ça devient la nouvelle normalité, et il faut qu'on y fasse, faut vraiment y faire face, et c'est peut-être à travers donc cette souplesse que peut apporter un prestataire qu'on va répondre, et qu'on va nous se concentrer sur notre activité de production, d'achat, d'ordonnancement, et de gestion de stock. Voilà, un petit slide aussi sur cette évolution qui est
Finalement, un indicateur important, hein, l'évolution donc, des appels à la sous-traitance par rapport à la réinternalisation, et puis par rapport à la confirmation donc, des services de sous-traitance. Hein, 75% des clients sont satisfaits de cette sous-traitance. Les 25 autres pourcents sont soit partiellement, soit totalement insatisfaits. Pourquoi? Puisqu'il peut y avoir insuffisamment de contrôle, pas suffisamment de gestion, trop de flou dans les contrats. Voilà, et donc ça veut dire que tout ça, c'est vraiment, quand on fait l'arbre des causes, on va vraiment sur une mauvaise préparation donc, du contrat. Alors, comment on fait? Ah, comment est-ce qu'on fait? Bien, alors oui, on sort la baguette magique, ça va peut-être pas suffire. Euh, Encore un petit peu de suspense, un petit lexique. On parle souvent de 3PL, 3PL qui est donc notre prestataire logistique. Sachez que le 1PL fait du transport de la distribution, que le 2PL, c'est le 1PL sur lequel on ajoute une partie donc, de stockage, d'entreposage. Le 3PL, lui, amène une couche de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il va amener son système d'information, il va pouvoir faire la douane, il va vous indiquer, il va vous transmettre des indicateurs par rapport donc, à un niveau d'exécution. Le 4PL, pour lui, donc, va être un peu plus englobé sur la ligne, sur la chaîne logistique, donc avec une forte digitalisation et vraiment une coordination de la chaîne au total. Et puis le 5PL, lui, va vous amener des innovations technologiques, d'automatisation des flux, de mutualisation. C'est lui finalement qui va organiser vos transports, massifier, organiser vos transports, et vous allez plus lui dire je vous confie telle préparation et je vous demande de faire passer tel transporteur euh, pour récupérer la marchandise. Non, c'est lui qui va prendre l'initiative, évidemment, hein, avec des échanges de besoins préalables, de contraintes, etc. Donc, c'est lui qui va prendre l'initiative donc d'affecter le transporteur. Alors, en termes de méthodologie, on va commencer donc par un plan d'action, on va préparer l'appel d'offres, on va gérer les offres et en plus, on va gérer le projet. Définition du plan d'action, donc on va parler donc de RFI, RFQ. RFI, Request for Information, c'est-à-dire qu'on va filtrer le marché des prestataires potentiels et on va donc interviewer ces prestataires en demandant quel est le secteur d'activité dans lequel ils travaillent, quel est de citer quelques clients, quel est leur niveau de chiffre d'affaires, quelles sont les implantations, est-ce qu'il est ouvert à investir dans de l'immobilier en propre sur une région donnée. Tout ça pour quel système d'information elle utilise. Tout ça pour identifier et ne pas envoyer un appel d'offres à 300 potentiels fournisseurs ou partenaires, mais bien filtrer en disant on va se limiter à maxi 8, 10 prestataires potentiels auxquels on va envoyer donc ce fameux cahier des charges, cet appel d'offres, on va leur demander de répondre en plusieurs phases. Hein, et donc, cette notion de RFI est très importante parce qu'elle va permettre d'aller identifier qui pourrait correspondre à mon besoin demain. Dans la préparation de l'appel d'offres, on va aller analyser le besoin. Qu'est-ce qu'on va demander dans le cadre de la prestation, que ce soit transport ou logistique, des capacités, des flux, des volumes, des niveaux de stock et des niveaux de service et des délais. C'est vraiment les points essentiels qu'on va mettre dans un appel d'offres avec une description, bien sûr, des produits à stocker ou transporter. Est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'ils ont une contrainte de température dirigée? Est-ce qu'on est dans un milieu pharmaceutique, auquel cas il faut avoir des certifications spécifiques, la présence de pharmaciens sur site? Est-ce qu'on est dans des secteurs très sécurisés sur lesquels on a besoin vraiment d'identifier et de tracer de manière extrêmement fine tous les colis entrées-sorties et de pouvoir sortir des preuves derrière de préparation, de livraison intègre, etc. Donc tout ça, on va le définir dans l'appel d'offres, dans la rédaction donc d'un cahier des charges.
On peut être amené à auditer donc les potentiels fournisseurs, que ce soit donc partenaires, que ce soit donc logistique ou transport, des visites de sites, des réunions, expliquez-nous comment vous fonctionnez, quels sont vos process lambda. C'est pas de l'espionnage industriel qu'on va faire à ce moment-là, mais c'est bien une validation d'un processus, une validation d'un savoir-faire pour vraiment partir avec ce partenaire en toute confiance. Et puis, il y a la partie gestion du projet, la notion de déménagement, de formation, de mise en place des systèmes d'information, et puis donc l'avis du contrat derrière, qui va être quelque chose d'important. Alors, euh, la partie audit est quelque chose dont on va beaucoup se servir euh, parce qu'on va évaluer l'efficacité, donc développer le réseau de distribution, vérifier l'intérêt donc d'utiliser pourquoi pas des systèmes d'information. C'est ce qui va permettre de cadrer ce projet, c'est-à-dire qu'on va vraiment, ça va identifier dans le cadre de ce RFI et un peu plus où est-ce qu'on va, avec qui on va fonctionner. C'est quelque chose donc qui est important. Ensuite, il y a dans le périmètre, dans qu'est-ce qu'on va demander à notre prestataire, il y a une notion de durée de contrat. Forcément. J'ai en tête de prendre un prestataire pour 2 ans, okay, un fournisseur pour 2 ans. Lui, il a en tête de me vendre un contrat de 5 ans. Deux versions, chacun défend, je vais dire entre guillemets, euh, son clocher, ses intérêts. Moi, parce que au bout de 2 ans, je veux pouvoir soit reconduire, soit changer de localisation, avoir des nouvelles contraintes, etc. Ou je vais changer de gabarit. Là, j'apprends et puis ensuite on voit comment on fait. Le prestataire, lui, dit, ben, plus vous engagez dans la durée, plus j'amortis correctement mon matériel, plus j'apprends à vous connaître. Et on a une courbe d'apprentissage de toute façon qui va être indéniable. Et donc, ça va permettre de travailler plutôt sur du long terme, en se posant moins de questions d'impact financier sur les conséquences. L'approche par projet, hein, évidemment, est essentielle aussi, puisque l'idée, c'est d'émettre un besoin et pas d'émettre une solution. Je ne vais pas demander à un prestataire de me mettre tel type de camion, alors sauf si j'ai besoin de contrôler un gabarit pour livrer un client, d'avoir du matériel spécifique de livraison. Non, on va plutôt être sur j'ai besoin de transporter tant de palettes. On ne va pas lui dire j'ai besoin que vous mettiez dans l'entrepôt 3 frontaux, 4 rétracts et des racks sur 5 niveaux avec des allées qui font telle ou telle largeur. Non, évidemment pas. Ça, c'est bien aux partenaires de revenir vers nous en disant voilà comment on va s'organiser, avec quel matériel. Il faut pouvoir le vérifier à un moment donné vérifier la solution que ce partenaire va proposer. Les notions d'appel d'offres et de subdivision des services est quelque chose qui est importante. Un appel d'offres unique pour le transport, le stockage et la manutention, on met tous les œufs dans le même panier, des appels d'offres séparés. Quand on est dans une activité aussi de transport, on va avoir des exigences en termes de sous-traitance transport, c'est-à-dire que j'accepte une sous-traitance de rang 1, ça veut dire que je m'adresse à Apple pour transporter mes produits. Je vais tolérer qu'il confie à Jacques ces mêmes produits pour les livreurs destinataires finales, mais je vais interdire la sous-traitance de rang 2, c'est que Jacques propose à Pierre de livrer ses produits. J'ai besoin de maîtriser finalement le nombre d'échelons, de potentiels passages à quai, rupture de charge, etc. Sur la ligne logistique. Je reviens sur ce RFI où on va finalement identifier parmi les prestataires du marché, et on a une jolie cartographie ici qui est faite par Incel, IT Incel, qui nous permet d'identifier finalement telle une carte de métro, quels sont les transporteurs qui, ici, il y a la même chose sur les prestataires logistiques, il y a la même chose sur les systèmes d'information. Donc, quels sont les opérateurs qui vont pouvoir livrer à l'international, qui vont pouvoir livrer sous température dirigée, qui disposent d'un TMS, qui sont spécialisés dans les retours, qui sont très bons sur tel ou tel secteur d'activité. Donc,
Et donc, on peut avoir évidemment pour un même opérateur plusieurs lignes qui passent et qui se croisent. Et c'est quelque chose qui permet vraiment d'aller déjà filtrer un maximum donc, de postulants potentiels pour les activités qu'on va sous-traiter. Arrivent ensuite les premiers entretiens informels. Donc, on va identifier quels sont les membres, les partenaires. Est-ce qu'on commence à avoir un petit peu de feeling avec une équipe? Qu'est-ce qu'on va leur demander en termes de service, de niveau, de qualité? Les structures un peu de tarifs, puisqu'à un moment donné, il faut quand même il y a un enjeu financier qui n'est pas négligeable. La connaissance donc des opportunités du marché également, la discussion sur les meilleurs emplacements, sur le type de relation qu'on veut avoir avec le partenaire. Est-ce qu'il va mettre en place des systèmes automatisés ou pas en fonction de mes besoins, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va commencer à collecter donc, en marge et dans le cadre du RFI. Et donc, une fois qu'on a sélectionné les partenaires potentiels, encore une fois, on parle aussi bien de transport que de logistique, on va décliner une méthodologie, le qui, pourquoi, quoi, quand, comment, etc. On va rédiger un appel d'offres dans lequel on va se présenter, on présente l'entreprise, on va présenter son contexte. Voilà, je produis tel type de marchandise. Alors, on peut le faire de manière anonyme dans un premier temps. Donc là, il vaut mieux passer par un cabinet conseil, évidemment. J'ai un contexte de croissance, j'ai un contexte de besoin de me développer sur telle région, j'ai une problématique donnée, j'ai plus de place. Donc, je veux externaliser mon stock ou je veux confier, changer de transporteur parce que je veux aller sur une nouvelle zone géographique. On va rédiger un cahier des charges. On va voir un peu les différents points qu'on met dans ce cahier des charges après. Et on va donc avoir des phases donc, de déroulement d'appel d'offres et puis donc avec des dates clés, et évidemment, puisque on va essayer de mettre des dates butoirs sur la démarche avec des temps de discussion, de présentation, de restitution qui vont venir jalonner la procédure, le processus. Alors, on a deux choses. Ici, on parle de RFQ, Request for Quotation. On peut avoir une phase intermédiaire qui s'appelle le RFP, Request for Proposal, où on va demander juste à un partenaire de dire comment est-ce que vous organiseriez si je vous confiais ma prestation et sans forcément aller jusqu'au chiffrage. On est vraiment ici sur une validation, sur un processus plutôt de process par rapport à j'achète un prix finalement dès le départ. Alors, ce cahier des charges va spécifier donc des besoins. Il va introduire donc l'offre. Il va spécifier des conditions générales de fourniture. Quelles sont les obligations de l'opérateur, les contrôles, les inspections. Comment est-ce que je dois assurer mes produits. Quelle catégorie de produits est-ce que j'ai à confier, aussi bien donc en transport qu'en logistique. Quelles sont les spécifications techniques de l'offre, les minimums requis, les indicateurs, quels sont les flux. Il faut informer des flux entrées, sorties, des stocks sur lesquels donc, sont basés l'activité des tarifs, les structures tarifaires, tout ce qui va être nécessaire vraiment à la compréhension du besoin. Encore une fois, on n'exprime pas une solution mais un besoin, mais j'ai besoin de donner le maximum d'éléments possibles à un prestataire de manière à ce qu'il n'y ait pas de découverte ou il n'y ait pas de dire ah, vous ne m'aviez pas dit, c'était pas mentionné, donc on a commencé avec tel niveau de tarif et au bout de 3 semaines, c'est plus 30% parce que vous ne m'avez pas dit ça. Non. Il faut vraiment être le plus exhaustif possible dans un cahier des charges, sous couvert évidemment d'un accord de confidentialité, mais on va être le plus exhaustif possible. Et pourquoi? Parce que ce cahier des charges finalement va devenir le draft, le brouillon du contrat à venir. On ne va pas réécrire un contrat en partant de zéro, on va dire on a répondu par rapport à tel cahier des charges, peut-être qu'il y aura un peu de choses à compléter pour en faire le contrat, mais c'est bien un pré-contrat qu'on va réaliser en rédigeant donc un cahier des charges.
Et donc, les données d'exploitation, vous aurez l'occasion de prendre connaissance de tout ce contenu, de tous ces mots sur ces slides. Donc, on va faire des enquêtes qualitatives, des analyses quantitatives, des projections, de manière à pouvoir estimer les volumes, les besoins, et sur des projets qui parfois sont assez longs parce qu'il y a construction d'un bâtiment, rénovation, etc. L'idée, c'est pas de dire j'ai 2 ans de projet, j'entre la première palette et d'office, je sais que l'entrepôt qu'a mis en place le prestataire est trop petit par rapport à la croissance que je peux avoir. Donc, on va chercher ces projections et on va chercher vraiment à calibrer. Et ces données de flux vont permettre de calibrer peut-être un nombre de quais, une surface de préparation. Bien souvent, on parle de capacité de stockage, on parle de flux, on ne parle pas suffisamment de surface à dédier à des réceptions, à des préparations de commandes, à des chargements et à toute autre opération qu'on peut trouver dans les entreprises. En termes de préparation d'offres, on a évidemment les coûts sur lesquels on s'attend, un peu de transport. Alors, sur quelle unité? Est-ce qu'on est au poids, au volume, sur un rapport poids-volume, au mètre de plancher? Est-ce que si je mets deux produits pour deux chargements de commandes pour le même client, est-ce que mon transporteur va bien me sortir une facturation cumulée par rapport à une grille de poids? Donc tout ça, c'est des éléments plutôt sur la partie transport. Sur la partie logistique, on s'attend toujours à avoir des éléments coûts fixes, coûts variables. Est-ce qu'on met les mètres carrés d'entrepôt en coût fixe? Est-ce qu'on a un coût de capacité de stockage sur le réel au variable? Est-ce qu'on est sur la moyenne du mois? Est-ce qu'on est sur le pic du mois? Tout ça, c'est pareil, il faut bien l'appréhender de manière à ne pas avoir de surprise. Et puis, il ne faut pas oublier que aller chercher un prestataire, démarrer une activité transport, eh ben, il va y avoir des frais de démarrage, de déménagement, de liaison, de mise en place donc des systèmes d'information. Et tout ça, ça va être essentiel à prendre en compte et il ne faut surtout pas l'oublier. Et donc, on va préparer une grille de tarifs de manière à pouvoir à la fois s'assurer que le prestataire n'a rien oublié dans la tarification qu'il nous propose. Quand on est sur l'activité transport, on va avoir beaucoup de lignes de bas de tarif sur la notion donc d'index gasoil qui peut avoir son importance en ce moment, sur la notion de livraison montagne, sur la notion d'entrée en région parisienne, sur la notion de période haute et période basse d'activité qui fait que je peux varier mon prix, etc. Donc tout ça, on va essayer de l'anticiper et surtout d'imposer un format de réponse de manière à pouvoir comparer de manière la plus efficace possible les réponses des différents prestataires et de pouvoir monter un tableau de comparaison le plus rapidement possible. Et surtout, encore une fois, ne rien oublier, essayer d'être vraiment exhaustif et pas que on ait une facture qui arrive un mois après le démarrage. Et dire, tiens, c'est quoi ça? Ah oui, on vous a pas oublié. Oui, on vous avait pas dit, il faut aussi payer. On pensait que vous le saviez, qu'il fallait payer la taxe montagne parce que vous me faites monter un col dans les Alpes en pleine saison de sport d'hiver et donc ça a des conséquences forcément du matériel spécifique, des risques de bouchons et autres que va vous justifier votre prestataire de transport pour le coup. Alors on prépare les offres, on parle de stockage. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'on est sur une moyenne, sur un pic, est-ce qu'on est sur un coût variable, un coût fixe? On va parler de manutention, c'est quoi les unités? On va distinguer très certainement la préparation palette complète avec la préparation colis. On ne va pas oublier non plus les notions de réception. Est-ce que je dois dépoter des conteneurs? Est-ce que je dois les mettre sur palette? Qui fournit les palettes? Qui fournit les étiquettes? Qui fournit le film? Donc tout ça, c'est des questions forcément qu'on va se poser par rapport à l'activité. Ce serait dommage de démarrer une activité, d'ouvrir les portes d'un conteneur, de commencer à prendre le premier colis et de dire je les pose où? Par terre ou j'ai un support de charge pour les poser? Ah, non, vous n'avez pas fourni les palettes? Ah non, je devais les fournir? Ah, je ne sais pas. Donc tout ça, ça fait partie des écueils et il y a du vécu derrière ces anecdotes sur lequel donc, il faut qu'on puisse, vous avez donc ici sur ce document un maximum d'informations qui vous permettent
donc d'anticiper, de préparer sereinement et d'éviter d'avoir donc des mauvaises surprises à l'issue. On peut aller chercher, donc on en parlait tout à l'heure, on peut aller chercher à auditer des prestataires logistiques. Alors dans la phase, on a une phase où donc on va donc faire ce fameux RFI, identifier un certain nombre de prestataires, leur envoyer un appel d'offres, et puis on va faire ce qu'on appelle une shortlist. On va retenir 2, 3, 4 maxi prestataires potentiels qui peuvent répondre à nos besoins. Et là, on va leur faire un feedback par rapport à leur offre, soit sur le contenu, soit sur le tarif, soit sur des incompréhensions, soit sur des ajustements nécessaires. On va les inviter à revoir leur copie pour une phase 2, et donc ce qu'on appelle la phase de shortlist. Et donc dans ce cadre de copie révisée, on va pouvoir peut-être demander à aller visiter des installations, des clients, avoir des témoignages qui permettent de poursuivre en toute sérénité dans la démarche de sélection. Et puis, on va à l'issue demander aux prestataires de venir présenter leur offre, donc sous forme de soutenance, et donc avec un jeu de questions-réponses. Et c'est aux prestataires, aux partenaires potentiels de venir nous convaincre de l'intérêt de travailler avec lui. Alors, quand on est dans ces analyses d'offres et de retour d'offres, attention, on ne se focus pas uniquement sur le tarif. Il faut bien qu'on aille voir l'offre technique et la prestation. Qu'est-ce que nous propose? Est-ce qu'il y a des valeurs ajoutées vis-à-vis de notre prestation? Est-ce que les moyens que prévoit donc le partenaire vont être suffisants par rapport à notre connaissance, par rapport à notre vision? On a besoin d'être rassuré. Encore une fois, on n'est pas sur un processus où on va chercher la prestation la moins chère, on est un processus où on va chercher une prestation qui fonctionne et qui donne satisfaction par rapport à notre besoin. Ça n'empêche pas de jeter un œil sur le tarif, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un tout. Et donc, on ne distingue pas, enfin, on travaille vraiment sur l'offre technique, l'offre économique, et on va avoir des grilles qui vont nous permettre d'aller collecter, noter les réponses, et donc faire donc par pondération une grille finalement de sélection de fournisseurs sur les faits très objectifs, et on évite le subjectif quand on va choisir un partenaire. On harmonise en calibre les offres, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en phase de shortlist, on va vérifier que le prestataire, le partenaire en question est bien intégré tous nos besoins, qu'il n'y ait pas de loupé, et puis on va essayer de comparer ce qui est comparable. L'un propose une facturation au colis, l'autre va me facturer une facturation au bon de commande, puis le troisième à la ligne de préparation. Est-ce que c'est bien cohérent? Comment je m'y retrouve? Est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe? Voilà, donc on va forcément se poser les questions de manière à avoir quelque chose d'harmonieux, d'uniforme, qu'on va venir mettre donc dans une grille finalement de notation, avec la pondération possible qu'on va discuter donc avec le client et dire à un moment donné, j'ai des choses qui sont éliminatoires, hein, forcément. J'ai besoin d'envoyer des conteneurs aux États-Unis si l'opérateur, enfin le partenaire n'est pas opérateur économique agréé, je vais pas aller plus loin avec lui. Quelles sont les certifications? Est-ce qu'il connaît le secteur d'activité? Donc tous les points dont on a parlé tout à l'heure, on peut les retrouver dans une grille et sur lesquels on va mettre donc des pondérations. Avec donc l'idée d'arriver évidemment à 100% et à la fois sur la partie technique et à la fois sur la partie donc chiffrage, de manière à pouvoir faciliter le choix et encore une fois rester très objectif par rapport donc à l'évaluation et à la sélection. Et puis arrive donc cette notion de transition, d'accompagnement, comment est-ce qu'on passe de la situation A à la situation B, comment est-ce que je passe d'une situation en propre à une situation donc avec un partenaire, comment est-ce que je gère un changement d'activité, donc un changement de partenaire aussi, c'est-à-dire que j'avais un contrat avec le partenaire 1, ça ne me convient pas vraiment, je passe avec le partenaire 2. Comment est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on déménage tout? Est-ce qu'on
on remplit le deuxième entrepôt et on vide de manière naturelle le premier et qu'à l'issue, on transfère le solde des produits avec bien souvent des stocks dormants. Est-ce que ces stocks dormants, ça vaut le coup de les déménager ou est-ce que je ne devrais pas en profiter pour passer à la case destruction? Alors, on dit plus destruction, mais recyclage, réutilisation, etc. Voilà, donc tout ça, il faut pouvoir le gérer. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact aussi sur le temps et sur vos clients, sur la préparation de commandes, avec potentiellement des commandes qui vont aller chercher des produits chez le prestataire existant ou sur mon site et puis chez le futur partenaire. Donc, c'est jamais évident, mais en tout cas, il faut se poser la bonne question par rapport à l'organisation. Alors, les règles du succès, elles sont relativement claires, hein. Avoir cette vision à long terme du besoin, savoir analyser donc les risques, aller chercher l'optimisation, partager donc ce projet d'externalisation et que toutes les strates de l'entreprise s'y retrouvent, de l'opérateur lambda jusqu'à la direction générale, et expliquer le pourquoi du comment en interne. Gérer toutes ces phases de transition, hein. C'est pas parce qu'on a choisi un prestataire que ça y est, on est tranquille. Non, on l'a vu, il faut vraiment accompagner ce changement et avoir un vrai plan d'action et un projet pour la transition. Nécessaire de créer une situation dans laquelle tout le monde bénéficie de l'externalisation, que ce soit donc le fournisseur et l'entreprise, hein, du gagnant-gagnant quelque part, parce que si vous avez forcé un peu sur les tarifs et que le prestataire, votre partenaire ne s'y retrouve pas, vous risquez d'avoir une mauvaise qualité de prestation à la clé, donc à voir comment vous gérez. Et puis, surtout, mettre ce modèle de mesure de performance, ça c'est un point qui est essentiel. Rencontrez votre partenaire de manière régulière, analysez les indicateurs et mettez en place des indicateurs spécifiques dans vos contrats qui s'appellent des SLA, Service Level Agreement, qui vous permettent à un moment donné d'avoir donc ce niveau d'atteinte légale, juridique de résultats. Et si ce niveau n'est pas atteint, donc vous avez des critères pendant 2 mois, 3 mois, ou si au bout d'un mois, donc un mois non atteint, vous demandez à votre prestataire de prendre des actions qu'au bout du deuxième mois, il ne se passe rien, où il n'y a pas d'amélioration du service, ça vous donne le droit, de fait, de pouvoir mettre fin au contrat et d'aller chercher un autre prestataire. Alors évidemment, on ne peut pas en arriver là, mais c'est important de se protéger. Il faut savoir qu'un contrat, on va le signer au début d'une prestation, transport ou logistique, encore une fois, qu'on va le mettre dans le tiroir et qu'on va le ressortir, soit pour le renouveler, soit parce que ça se passe pas bien. Et donc, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant par rapport à ça. Pareil sur des niveaux de contraintes, il n'y a pas que le niveau de service, il y a les niveaux d'inventaire. Il y a comment est-ce que j'attribue du bonus ou des pénalités à mon prestataire sur des mauvais niveaux de service, sur des mauvais niveaux d'inventaire. Est-ce que je dois faire un inventaire annuel? Donc tout ça, ça va faire partie des points qui sont listés dès le départ et sur lesquels il faut évidemment se tenir. Et puis donc des règles de succès, hein, donc des flux digitalisés, hein, on va connecter des systèmes d'information, hein. On est quand même dans une ère du temps réel, donc c'est extrêmement important. Des règles de gestion qui soient claires, des contrôles de stock qui soient réguliers, un vrai partenariat avec des échanges, la transparence, du partage de business. Attention, dans 3 mois, j'ai une opération commerciale. Attention, mon pic de saisonnalité va arriver. Attention, là, on risque de pas avoir suffisamment de place, etc. Et au même titre, le partenaire dit attention, là, vu ce que vous avez annoncé, je vais être en difficulté. Donc, on n'attend pas côté prestation, côté prestataire, donc d'être en difficulté, mais on informe et on essaye de trouver des solutions entre partenaires, parce qu'on est des grands garçons, des grandes filles, et qu'on ne veut pas donc subir cette situation au dernier moment. Un point aussi, la facturation qui doit être relativement simple, de manière à éviter donc des sources d'interprétation. Je vous parlais tout à l'heure donc de cette responsabilité sociétale et d'entreprise avec le référentiel en logistique qui a été mis en place. Je vous invite vraiment à aller le voir ou le revoir ou le découvrir ou le redécouvrir. Il est en place depuis 2018 et vraiment il régit très bien, il donne des très bonnes idées sur cette partie donc d'accompagnement des entreprises de la filière logistique dans une démarche responsable
et de faciliter donc les échanges entre donneurs d'ordre et prestataires de services logistiques, notamment lors des appels d'offres. C'est quelque chose qui peut vraiment vous être utile. L'idée aussi, évidemment, alors on a ici ce point spécifique sur l'ISO 26000, les enjeux environnementaux, puisque on y arrive aussi dans notre logistique. Bon, le mieux, si c'est un peu complexe, évidemment, c'est de passer par un cabinet conseil, je vous le cache pas, et on le mentionne ici. Et c'est, j'allais dire, peut-être la phrase de conclusion, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une méthodologie, mais pour garantir cette méthodologie, parce qu'on est sur, vraiment, on a besoin de garantir la satisfaction finale du client ou la satisfaction du client final, on doit sécuriser cette démarche d'externalisation, aussi bien transport, même si on peut considérer que c'est quelque chose de plus classique que logistique, où là on va rentrer vraiment dans des notions d'exigence, de besoin. On a besoin d'y voir clair sur comment est-ce qu'on va confier cette prestation à un partenaire. Voilà, alors j'en ai fini sur le sujet d'aujourd'hui. Il est 11h58, on est pile dans les temps. Il nous reste du temps évidemment pour que vous puissiez poser vos questions. Le temps que vous trouviez l'endroit pour chatter et poser vos questions, je vous propose de retenir déjà 2 dates. Le 25 novembre à 11h, webinaire, ce sera vendredi, pareil, où on va repenser la liaison production logistique. C'est un thème qu'on n'a encore jamais développé dans nos webinaires, qui va être extrêmement intéressant. Cette notion donc de site industriel et comment est-ce qu'on connecte aussi bien en aval, en amont qu'en flux interne. C'est quelque chose que je vous invite à suivre. Et puis, on va revenir sur un basique chez Simco, notre raison d'être, si je peux m'exprimer comme ça, sur la partie étude de faisabilité, avec ce socle de projet maîtrisé d'entrepôt, une bonne étude de faisabilité pour identifier les bons scénarios et aller garantir le succès, que ce soit sur des améliorations internes, que ce soit sur la mise en place et l'identification donc de partenaires logistiques. Vous aurez la présentation, vous verrez également donc en cliquant sur la souris de la présentation une petite vidéo de quelques minutes qui présente nos activités en intégralité. Elle est accessible aussi sur le site. Et puis, petite nouveauté avec ce webinaire, je vous propose, si vous avez un smartphone pas loin et si vous avez terminé de poser vos questions à travers donc l'outil de chat, je vous propose donc de scanner ce QR code et puis de nous dire si ce webinaire vous a convenu sur le fond, sur la forme, et puis si vous avez des suggestions ou des thématiques à aborder, n'hésitez pas, cliquez sur flasher ce QR code, renseigner, et puis on prendra soin des réponses. Voilà, alors place aux questions. Avons-nous des questions? Nous n'avons pas encore de questions. Alors, une question qui arrive. Je m'équipe. Alors, est-ce que d'après votre expérience, il vaut mieux choisir un petit prestataire logistique peu connu, éventuellement bon marché, plutôt qu'un prestataire logistique très important et très connu? Alors voilà une question qu'on nous pose assez souvent. Il n'y a pas de petits prestataires, il n'y a pas Enfin, oui, il y a des petits prestataires et des gros prestataires, effectivement. Vous allez vous chercher plutôt à vous rassurer par rapport à votre besoin, par rapport au marché, par rapport à un savoir-faire et par rapport à des garanties qu'on va vous apporter. Aujourd'hui, il existe des petits prestataires qui savent faire ça très bien. Il existe des gros prestataires pour lesquels peut-être vous, pour le coup, vous êtes petit client et on va pas avoir tendance à vous négliger, mais pas loin. Donc, on a vraiment cet équilibre à avoir. C'est plutôt voilà, c'est cette phase justement de préparation, d'identification qui va nous permettre de dire
Ouais, je peux aller les yeux fermés chez ce prestataire. Il n'est pas très gros, il n'a pas un très gros chiffre d'affaires, il n'a pas énormément de plateformes, mais on sent un réel savoir-faire. Peut-être il est sur une niche, sur une activité spécifique, sur un process spécifique qui va me permettre de garantir finalement le succès de ma prestation. Ou au contraire, vous dire, bah non, je vais plutôt l'écarter parce que visiblement, on n'est pas trop en phase avec le besoin et je vais plutôt m'adresser à tel ou tel prestataire. Donc, il y a des petits prestataires et gros prestataires, il y a des petits donneurs d'ordre, des gros donneurs d'ordre. Il faut que voilà, les deux ne sont pas, ou les quatre ne sont pas compatibles. Il faut juste, justement, à travers cette démarche projet et ces différentes étapes, amener des garanties, du confort et au moment où vous signez, dire je pense avoir choisi le bon opérateur pour confier, encore une fois, l'image de mon entreprise vis-à-vis du client final. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? J'ai l'impression que oui. Alors, faire appel à un prestataire ou gérer en direct avec de l'intérim, avantages et inconvénients. Alors, c'est ce qu'on développe dans nos études de faisabilité. Encore une fois, est-ce qu'on est sur une activité stratégique? Si c'est vraiment stratégique, ma préparation de commande, je vais plutôt la garder en propre. Après, est-ce qu'on est sur une activité qui demande beaucoup de fluctuations? Est-ce que dans quel bassin d'emploi je suis? Est-ce que j'ai capacité, moi, à prendre des intérims? Est-ce que j'ai vocation, j'ai possibilité à prendre des surfaces complémentaires? Parce que bien souvent, quand on est sur un pic d'activité, ça demande aussi de la surface, des engins supplémentaires. Donc, on peut essayer de simuler les coûts en disant, bah, moi, comment je fais pour passer un pic? Comment je calibre mon effectif et combien ça me coûte en interne? Et est-ce que je sais faire surtout? Et est-ce que voilà, j'ai la maîtrise? Et puis on va comparer avec cette notion de prestataire, avec peut-être une variabilité des coûts plus intéressante, peut-être un site multi-client, peut-être la possibilité ou d'avoir d'autres sites, d'autres exploitations ailleurs et de pouvoir répondre à un pic d'activité. Voilà, on est vraiment sur deux approches. Euh, j'ai pas d'opinion sur l'une ou l'autre des approches. Les deux sont réalistes. C'est vraiment question du business et de la question, enfin, du besoin que vous allez poser à votre prestataire. Euh, des fois, il n'est pas nécessaire de réinventer l'eau chaude, si je puis me dire. Vous allez, parce que vous avez un ERP, vous n'avez pas forcément de WMS, donc vous allez demander des développements informatiques pour répondre tant bien que mal, mais sans forcément optimiser correctement niveau surface, niveau manutention. Alors qu'à côté, il y a un prestataire qui sait faire, qui sait bien faire, qui a déjà mis en place le système qui va bien. Il suffit de mettre un échange informatique entre les deux et derrière, donc, il va pouvoir répondre à vos attentes, aux exigences de place de marché, aux exigences de e-commerce, aux exigences de tel ou tel secteur d'activité. Vous avez, pardon, vous développez une gamme de produits, par exemple, pour vous adresser à une grande surface. On vous impose de livrer des plateformes régionales plutôt tel jour à telle heure. Bah, si vous trouvez un partenaire transport qui livre déjà à tel jour, telle heure ce magasin, pardon, vous avez tout intérêt à lui confier la prestation. Si vous avez un prestataire logistique qui livre déjà ces clients-là, eh ben, confiez-lui la prestation. Ça peut être quelque chose de très bénéfique. Encore une fois, c'est plutôt une grille de pondération qu'on va mettre en place et qui va permettre de manière très objective de dire non, vaut mieux que je conserve mon activité ou oui, je vais plutôt tenter la confier à un prestataire logistique. Avons-nous d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc merci pour votre attention, votre participation. J'espère que vous avez pu participer. Si vous avez pu participer, sinon on vous proposera donc le support qui nous a permis aujourd'hui donc à développer ce sujet
encore une fois passionnant mais difficile à exprimer en une petite heure, sur l'externalisation de la logistique ou des transports. Je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.